Dans cette vidéo, je vous propose de voir comment on pourrait déplacer notre personnage via les touches du clavier. Alors dans la vidéo précédente, on avait réalisé le mouvement de notre caméra, donc qui, je rappelle, donc permet donc de déplacer notre personnage euh, de la manière la plus simple possible. Donc si j'utilise donc mon gizmo ici de translation, vous remarquez que la caméra suit le personnage comme ceci. Donc, maintenant, ce que l'on va faire, c'est que l'on va rajouter donc un nouveau script dans notre dossier script. Donc je vais faire clic droit Create JavaScript et je vais appeler ce script Move Character. Donc déplacer personnage. Je vais aussi décocher la lumière ici, comme ça j'ai donc un environnement éclairé pour bien pouvoir me repérer dans mon niveau, mais j'ai aussi donc en bas le jeu qui va se rendre donc tel qu'il sera donc en temps réel. Donc je vais glisser ensuite mon script sur mon personnage, comme ça mon personnage possède bien le script Move Character, qui pour l'instant ne contient absolument rien. Voilà, enfin juste les deux fonctions de base. Dans Unity, je vais repasser sur mon personnage, Golem, et je vais lui ajouter ce que l'on appelle un component de type Character Controller. Donc je vais aller dans Physique et sélectionner Character Controller. Donc c'est un nouveau composant. Donc pour expliquer déjà clairement de quoi il s'agit. Donc il s'agit d'un composant qui va permettre de déjà reproduire tout ce qui concerne la physique d'un personnage, c'est-à-dire ça va nous permettre donc de tester les collisions. Ça va nous permettre de donner une hauteur à notre personnage par rapport à ces collisions, de donner un radius, c'est-à-dire une largeur au personnage. Ça va nous permettre de donner la valeur de l'angle maximum avec lequel il peut rentrer en collision. Par exemple, vous êtes face à une montagne, si votre personnage ne peut pas monter un angle de plus de 30 degrés, on pourra le préciser dans le character controller. Donc, dans un premier temps, vous remarquez que le character controller, donc la collision du caractère contrôleur, c'est-à-dire ce que l'on voit ici en vert, est très mal placée. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va la descendre ici sur Y à moins 0,65. Donc j'avais déjà préparé un peu avant cette vidéo, donc je connais les chiffres. Donc vous, sur votre personnage, il faudra tâtonner. Ensuite, je vais donc modifier la hauteur pour que, si je regarde mon personnage de côté, il soit à peu près le caractère contrôleur placé sur le sol. Alors, je laisse quand même une toute petite hauteur, comme s'il flottait un peu dans le vide, volontairement pour... donc vous voyez cette hauteur entre les pieds et le bas du caractère contrôleur, volontairement, pour les animations de la marche, des fois, ça dépasse un peu le caractère contrôleur. Voilà. Alors le personnage que j'utilise, et donc trouvé sur l'asset store gratuit, a un problème au niveau de l'animation de jump. Donc je vais l'exposer tout de suite. Donc on ne fera pas le saut via ce personnage. Je vais juste vous montrer comment on pourrait faire un saut pour que avec votre personnage vous puissiez y arriver. Mais je vais justement vous donner l'indication technique dont on aura besoin par rapport à la réalisation d'un personnage. Donc pour effectuer un saut pour votre personnage, il faut que votre personnage, lors de son animation, que l'animation du personnage, soit globalement placé toujours au même endroit. C'est-à-dire que si vous voulez faire un saut, il ne faut pas que le personnage, le mesh du personnage, bouge sur l'axe Y, parce que sinon, forcément, il va dépasser le caractère contrôleur, donc l'espèce de collideur que l'on voit autour de l'objet. Et donc, par exemple, si votre personnage est sous un arbre, il va pas se cogner contre l'arbre, et le mesh va rentrer à travers l'arbre. Donc moi, je vous conseille, quand vous faites un personnage, et que vous faites les animations de votre personnage, quand vous faites le saut de votre personnage, surtout, dans l'animation, ne déplacez pas sur la hauteur votre personnage. Faites comme s'il sautait sur place. Enfin, il faut reproduire le mouvement du saut, mais que ça soit sur place, et imaginez que c'est le moteur qui va soulever le personnage. Donc ça, c'est vraiment une notion importante qui n'a pas été prise en compte dans ce personnage. Alors peut-être qu'on aurait pu aussi coder sans caractère contrôleur, mais le caractère contrôleur apporte tellement d'avantages que je préfère donc vous montrer comment coder le saut, mais ne pas l'intégrer au final dans le jeu. Donc ce personnage, on a recadré, donc comme je vous disais ici, le caractère contrôleur, et on va pouvoir, via le script move character, déplacer via notre caractère contrôleur notre personnage. Donc ce que l'on va faire, c'est déjà ouvrir ce script et on va créer donc
ici un premier commentaire qu'on va appeler public variable. Et juste en dessous, on va faire private variable. Donc on va mettre nos variables publiques en dessous et nos variables privées ici. Ça nous permettra de beaucoup mieux nous organiser. Donc sur mon golem, je vais attacher mon script moveCharacter et non pas sur personnage comme je l'ai fait ici malencontreusement. Donc c'est bien sur l'empty qui régit mon personnage que je vais associer le script moveCharacter. Donc il faut que le script moveCharacter se trouve au même endroit que le character controller. Donc maintenant dans mon script, ce que je vais faire, c'est que je vais déclarer en privé une première variable qui va donc s'appeler controller et qui sera de type character controller, qui va récupérer donc le character controller, le composant que l'on retrouve ici. Pour bien comprendre l'histoire du character controller, on ira faire un tour dans la documentation au moment voulu. Donc là, controller va être égal donc à notre composant. Donc je fais un get component comme on l'a vu dans la vidéo précédente et je vais récupérer character controller. Alors veillez bien à ne pas mettre d'espace ici, même si même si ici on a un espace, dans le script il n'y en a pas. Donc character controller. Voilà, je sauvegarde. Alors j'ai déjà une erreur. Voilà. Alors ici j'ai oublié le mot-clé var. Donc n'oubliez pas, quand vous mettez private, c'est private var. Private, c'est juste une indication par rapport à la variable. Var, je rappelle que c'est le terme de base pour déclarer une variable. Donc controller est égal à notre character controller. Alors je pense que c'est le bon moment pour aller dans la documentation et chercher un peu plus d'informations sur le character controller. Donc au niveau du character controller, on s'aperçoit que ça hérite de la classe collider. C'est d'ailleurs pour cela que l'on peut, dans Unity, récupérer des informations, comme par exemple la boîte de collision ici, la capsule de collision, qui va nous permettre donc de tester les collisions. Donc ce qui est bien sûr la propriété principale d'un collider, c'est-à-dire de pouvoir envelopper un objet pour pouvoir lui donner des collisions. Donc on s'aperçoit aussi que ça hérite de component, d'où la possibilité d'accéder à character controller comme étant un composant. D'ailleurs la fonction getComponent, je rappelle que comme on est dans un script qui à un moment ou à un autre hérite, donc ce script hérite de monoBehavior, c'est monoBehavior hérite donc de la classe component, à un moment ou à un autre, on n'a pas besoin, donc on retrouvera cette fonction component, getComponent. Donc ça je vous réfère aux vidéos précédentes si vous n'avez pas bien compris. Donc maintenant, si on revient sur notre character controller, on s'aperçoit qu'il y a plein de variables donc, qui nous permettent de tester si par exemple notre character controller touche le sol, par exemple de tester la vélocité relative, donc la vélocité c'est en quelque sorte la vitesse relative au caractère, au personnage, etc. etc. On peut aussi accéder à la hauteur du character controller, au radius, donc c'est-à-dire la largeur en quelque sorte, donc plutôt le diamètre de notre character controller. Et on a deux fonctions ici, dont une dont dont moi je me sers très rarement puisque l'autre en fait bien plus, c'est la fonction move. Et la fonction move, pour marquer, récupère en paramètre donc un vecteur 3 qui ici ils ont appelé motion pour bien comprendre. Et c'est effectivement le mouvement que l'on va récupérer à l'intérieur de move. Donc en quelque sorte, on va lui passer un vecteur directeur, si vous voulez. Et ce vecteur directeur, on va le changer en fonction de l'appui des touches du clavier. Et donc, la fonction move réagira en conséquence et fera avancer le personnage dans la direction donnée. Alors ça, c'est juste pour les déplacements de type translation, ça ne fonctionne pas pour les rotations. Les rotations, on sera obligé de les faire à la main avec la fonction rotate. Donc voilà. Eh bien, c'est parti. On va dans un premier temps, dans la fonction update, eh bien, alors juste avant, on va déclarer une nouvelle variable privée, excusez-moi, de type vecteur 3 que l'on va appeler move direction pour que ça soit bien concret. Et ça sera donc, comme je le disais, un vecteur 3. On n'a pas besoin de l'instancier, il peut être nul dès le départ. Hein. Quoi qu'il arrive, on va donc modifier ce vecteur 3. Donc c'est-à-dire que en permanence, puisque bien sûr il faut tester en permanence l'évolution de ce vecteur. Donc ce que je vous propose de faire, c'est dans un premier temps de mettre
juste les composantes comme ceci à 0. Et je vais vous présenter une autre méthode de travail avec les touches que l'on n'a pas encore vue, c'est les getAxis. Alors, je vais débugger une fonction pardon, qui provient donc de la classe input qui s'appelle getAxis. Et je vais débugger eh bien, getAxis, la fonction getAxis qui prendra comme paramètre vertical. Donc, si je teste, donc là, je vais vous expliquer dans un premier temps ce que ça fait et on va comprendre comment ça fonctionne. Donc, dans un premier temps, getAxis nous retourne les touches combinées entre la touche haute du pavé directionnel et la touche basse. C'est-à-dire que, eh bien, getAxis nous renvoie deux touches à la fois. Mais vous allez me dire comment on peut déterminer sur quelle touche on appuie si ça nous renvoie deux touches. Eh bien, dans Unity, quand je lance le jeu et que j'appuie sur la touche haute, vous remarquez déjà que dans la status bar, eh bien, on a la valeur 0 qui apparaît. Si j'appuie sur la touche haute, eh bien, le 0 va se transformer progressivement en 1. Si je relâche ma touche, eh bien, ça revient à 0. Et si j'appuie sur la touche bas, eh bien, ça part à -1. Donc, si on regarde maintenant plus précisément dans la construction des axes, des axes d'entrée, je vais dans Edit, Project Settings, Input. Je vois axe ici. Et si je regarde l'axe vertical, vous remarquez que on a Negative Button ici et Positive Button. Negative Button, c'est la touche bas, c'est ce qui nous renvoie le -1. Et Positive Button, c'est la touche up qui nous renvoie 1. Donc, on va pouvoir, eh bien, de manière très évidente, passer ce paramètre dans notre vecteur directeur dans la position qui nous intéresse. En l'occurrence, la position en avant de notre personnage, c'est la position Z. C'est l'axe Z, pardon. Donc, si vous remarquez, l'avant du personnage, c'est Z. Donc, on peut comprendre de manière simple que input getAxis vertical renverra 1 quand on appuiera sur la touche haute, c'est-à-dire que le vecteur 3 sera égal à 0, 0, 1. 0 quand on touchera rien, c'est-à-dire que le vecteur ne pointera pas vers une direction donnée, il pointera vers une direction de type 0. Et quand j'appuie sur la touche bas, eh bien ça nous renvoie -1, donc le vecteur 3 sera égal à 0,0,-1. Et bien sûr, comme c'est mis dans Update, on peut tester en permanence l'appui de la touche pour changer donc la position du vecteur. Pour changer de vecteur, pardon. Donc je vous propose maintenant de créer une nouvelle variable de type privé qui va être utile pour stocker time.deltaTime. Alors, comme on va avoir beaucoup de time.deltaTime à appeler, je rappelle que time.deltaTime est la fonction qui nous permet de cadencer en fonction du temps. Le problème, c'est qu'à chaque fois qu'on fait un appel à time, à la classe time, eh bien, ça prend de la mémoire. Moi, je vous propose que l'on stocke directement dans une variable à chaque update, c'est-à-dire à chaque tour de frame dans le jeu. Je vous propose de stocker time.deltaTime dans une variable, et cette variable sera utilisable, donc on aura appelé une seule fois la classe time. Donc on va créer une variable ici qu'on appellera deltaTime, tout simplement comme ceci, qui sera de type float, puisque float nous renvoie un temps, un nombre à virgule, et c'est ce que nous renvoie deltaTime, time.deltaTime. Donc maintenant deltaTime, donc je vais voilà, donc maintenant deltaTime, eh bien nous renvoie time.deltaTime, et je peux bien sûr ici multiplier mon Z en fonction du temps, c'est-à-dire que ça ne va pas se cadencer en fonction de la puissance de l'ordinateur, et le multiplier aussi par une variable speed que l'on va déclarer en public, qui sera de type float, et que l'on va aller modifier dans l'interface, et c'est ce qui nous donnera la vitesse de notre personnage. Donc, je vais enlever le pragmastrict, parce que le pragmastrict ici nous donne des erreurs qui, selon moi, ne sont pas importantes. Enfin, c'est pas des erreurs, c'est des warnings, c'est-à-dire en quelque sorte, ça nous dit attention, vous avez mal codé, mais dans ce cas-là, c'est pas important. C'est pas une histoire de mauvais code, c'est une histoire que Unity préférait qu'on fasse de telle ou telle manière. Je préfère donc éviter d'avoir à chaque fois le warning, et surtout que ça vous dérange. Donc là, pour l'instant, si je teste, il ne se passera rien. On a juste changé move direction dans la nouvelle direction dans laquelle on veut que notre vecteur aille. Donc, je vais
utiliser la fonction move de character controller, seulement donc pour vous montrer ce que ça donne, mais on va très rapidement se rendre compte d'un petit problème qu'on va corriger par la suite. Donc ce que je vais faire dans un premier temps, c'est utiliser mon character controller, donc l'instance de mon character controller, enfin l'instance du composant character controller. Alors ça se dit pas bien, mais je vais plutôt parler de composant. Donc je vais utiliser mon composant de type character controller qui s'appelle controller, et je vais accéder à la fonction move qui prend, comme je vous l'ai dit, en paramètre, eh bien, un vecteur directeur. Donc là, le vecteur directeur, c'est move direction, et n'oubliez pas qu'il faut qu'on multiplie tout ça par delta time. Seulement, vous me direz, c'est un peu débile, et là je vous rejoins, on multiplie une fois par delta time ici, mais on le multiplie aussi par là, ça veut dire qu'on multiplie 2 fois par delta time cette valeur. Donc je peux supprimer ici le delta time, c'est-à-dire que quand on fait move direction fois delta time, on multiplie delta time, c'est-à-dire la cadence entre les frames, fois 0, ce qui revient à 0, fois 0, ce qui revient à 0, et fois moins 1, 0 ou 1. C'est-à-dire qu'on cadencera quand même par rapport au temps, donc ça sera équivoque sur toutes les machines. Et bien sûr, on multiplie aussi par speed, hein, j'ai oublié de préciser. Donc là, en quelque sorte, eh bien, on va déplacer notre personnage via la fonction move qui va nous permettre donc de déplacer dans une direction, et la direction c'est move direction. Donc je sauvegarde, je vais tester, et ensuite je vous présenterai le bug qu'on pourrait retrouver. Donc là, si j'appuie sur la touche haute, rien ne se passe. Pourquoi? Parce qu'on a tout simplement, avant de lancer le jeu, pas défini la vitesse. Donc là, si on multiplie 0 par 1, c'est-à-dire quand on appuie sur la touche haute, ça fait 1. Si on multiplie par 0, effectivement, ça fera 0. Donc je vais mettre une vitesse par exemple de 2. Je teste. J'appuie vers l'avant, mon personnage va vers l'avant. J'appuie sur la touche basse, mon personnage va vers l'arrière. Maintenant, admettons que, bon, on l'a pas encore fait, mais admettons qu'on puisse tourner. Je tourne mon personnage et je retourne dans mon jeu. Et j'appuie sur la touche haute. Vous remarquez que, eh bien, le personnage ne va pas dans la direction qu'on lui a donnée. C'est-à-dire, par exemple, si je suis là, je vais dans le jeu, j'appuie sur la touche haute, vous remarquez qu'il ne va pas du tout dans la direction en avant. Il va toujours dans la direction, si je regarde mon personnage, et que je me mets en global, il va dans la direction globale Z. Mais nous, on aimerait qu'il aille dans la direction locale Z, c'est-à-dire l'axe qui fait face à l'objet. L'axe Z qui fait face à l'objet. Donc, il va falloir que l'on transforme move direction pour que ça soit une variable de type vecteur 3 qui soit comprise comme étant une direction sur les axes locaux. Donc, sur l'axe local de notre personnage Z. Sur l'axe Z local de notre personnage. Donc, ce que l'on va faire, c'est dans un premier temps, on va utiliser le transform de notre objet actuel et on va aller chercher transform direction qui, eh bien, si un axe, si on reçoit une valeur qui est comprise comme globale, va le faire passer en local, et inversement, si une valeur est comprise en local, on va le faire passer en global. Donc transform direction, ça transforme global vers local ou local vers global. Et là, on va transformer donc le vecteur move direction. Seulement, eh bien, tout ça, eh bien, correspond au nouveau vecteur qui est égal à ceci. C'est-à-dire que tout ça correspond au nouveau vecteur. Bien sûr, maintenant, ce que j'ai surligné, eh bien, pointe sur un axe local, mais bien sûr, vous l'aurez compris, il faut le remettre à l'intérieur de move direction. C'est-à-dire que si on laisse comme ça, bah, il ne se passe juste rien. C'est juste que move direction, c'est un nouveau vecteur qui est local, et même, ça, normalement, ça sortira une erreur parce qu'on l'a affecté à rien. Donc je sauvegarde, je vais coller ces deux lignes parce que ces deux lignes me paraissent essentielles, et je vais un peu commenter mon code au fur et à mesure. Donc ici je vais dire cadence du temps, et ici je vais dire déplacement au bas. Voilà. Alors, ici, je vais mettre déplacement du caractère contrôleur, qu'en général, on peut appeler CC pour faire un raccourci. Hein. Voilà.
Donc, je vais continuer donc sur mon script. Et bien là maintenant, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est la rotation de mon personnage. Donc pour faire une rotation de mon personnage, c'est très simple. On accède à la fonction rotate de notre transform et on va lui passer un vecteur 3 de même type que celui qu'on avait vu précédemment. Seulement la rotation, on aimerait la faire sur l'axe Z, c'est-à-dire sur cet axe. Voilà, quand on fait une rotation, eh bien regardez, ça tourne autour de l'axe Z, comme si c'était en quelque sorte eh bien, une barre au milieu d'une roue et la roue tournait autour de cette barre. Donc là, au niveau de l'axe Z, je vais eh bien, utiliser horizontal à la place de vertical, donc ça nous renverra -1 si on appuie sur la touche gauche, 1 si on appuie sur la touche droite et 0 si on appuie sur aucune touche. Et au lieu de le multiplier par speed, je vais le multiplier par speed rotate, une variable que je vais déclarer dans l'interface. Mais là, je vais être obligé aussi de multiplier par delta time, par la cadence du temps, puisque transform.rotate n'a aucun rapport avec move, fonction donc, du character controller. Donc je sauvegarde, je retourne dans Unity, j'ai ma speed rotate qui apparaît, et là je vais mettre une valeur assez importante. Et vous remarquez que mon personnage tourne bien. Et quand j'avance, vous remarquez aussi que mon personnage avance bien dans la direction donnée. Alors maintenant, vous remarquez que notre personnage, il est en l'air. Nous, on aimerait l'affecter de gravité. Donc pour cela, je vais déclarer une nouvelle variable de type global, que je vais appeler gravity, qui sera de type float. Gravity, je vais le mettre ici, et je vais dire donc que move direction, alors il faut que je le mette au-dessus parce que le calcul du move se fait en dessous. Donc gravity, donc move direction .y, donc là je récupère eh bien, la composante y du vecteur 3, eh bien je vais l'affecter à -gravity. C'est-à-dire que je vais faire descendre à chaque fois ma composante de -gravity. Et bien sûr, je multiplie tout ça par delta time. Quoique je n'ai même pas besoin parce que normalement ça vient comme le move direction est modifié. C'est-à-dire que là on modifie d'abord le vecteur. Donc le vecteur peut être égal à quelque chose comme 0, 0, 1. Si par exemple on appuie juste vers la touche haute, ça peut être égal à 0,05 par exemple, si on a avancé de 5 unités. Ensuite, donc ça c'est de manière imagée, hein. Ensuite, je descends, j'arrive ici. Et ici, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je change sur le vecteur 0,0,05 dans notre exemple. Je change la position Y, la coordonnée Y, et je la mets à moins moveDirection.y, c'est-à-dire là, en l'occurrence, c'est la coordonnée actuelle Y du vecteur moveDirection, et je la descends de gravity, c'est-à-dire gravity que l'on va déclarer donc dans l'interface. Et ensuite, bien sûr, avec le move, eh bien, mon vecteur est compris en fonction de toutes ces modifications, et la fonction move affecte tout ce qui concerne le vecteur, c'est-à-dire donc va dans la direction du vecteur. Donc là, on se sert du même vecteur pour à la fois définir la gravité et les déplacements en fonction des touches. Donc la gravité devrait arriver. Si je mets par exemple, on va peut-être pas mettre 20 tout de suite, on va juste faire des tests, on va ajuster. Donc là, si j'appuie sur play, mon personnage tombe, comme vous pouvez le remarquer. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir au niveau du caillou. Donc là, on a la gravité qui monte, qui descend perpétuellement. Si je monte sur le caillou et que je redescends, vous remarquez qu'il y a forcément la gravité qui correspond donc, à ceci, puisque le personnage redescend. On peut faire le même test, donc n'oubliez pas de rester dans le jeu. On peut faire le même test par exemple ici, avec ce caillou. Je monte et ensuite je descends. Je monte, je descends. Alors notez qu'ici, j'ai aussi la possibilité d'affecter tout ce qui concerne eh bien, les gizmos avec différentes possibilités. Donc par exemple, les colliders
qui sont très intéressants. Donc je sais plus lesquels. Je crois que c'est Character Controller, voilà. Si je décoche Character Controller, dans la fenêtre de jeu, je ne le vois plus, mais je peux afficher tous les gizmos pour donc avoir des aides directement dans le jeu. Donc voilà. Vous remarquez que le personnage est quand même à une certaine hauteur du sol. C'est ce que je vous disais, c'est quand on va passer aux animations, c'est-à-dire maintenant, qu'il va se passer cette chose. Donc juste avant justement de passer via les animations, eh bien on va utiliser une touche Shift pour pouvoir accélérer la vitesse de notre personnage, c'est-à-dire pour pouvoir le faire courir. Donc j'ai une variable speedrun que je déclare en haut, qui va être égale à par exemple 4, c'est-à-dire le double de la vitesse actuelle. Et ici je vais tester, si on appuie sur la touche Shift, alors je vais déplacer mon vecteur, je vais multiplier mon vecteur par speedrun. Sinon, ça veut dire que l'on ne veut pas courir, si on n'appuie pas sur la touche Shift on ne court pas. Eh bien, je vais multiplier mon vecteur par speed. Donc maintenant, je vais ici, à partir de la classe input, utiliser la fonction getKey qui me permet de tester si on appuie sur une touche ou non. Et je vais à l'intérieur, donc récupérer de mon énumération keycode, eh bien, left shift, qui sera le shift gauche. Et donc, si j'appuie sur la touche shift gauche, je déplace mon personnage avec speedrun, multiplié par speedrun. Enfin, c'est pas je déplace mon personnage, excusez-moi, c'est je change mon vecteur direction qui sera passé dans le character controller via move. Je change donc, je multiplie la composante Z par speedrun. Si j'appuie pas sur shift, c'est-à-dire que je ne veux pas courir, je multiplie simplement par speed. Donc on pourrait aussi, pour être sûr que ça fonctionne avec les deux shifts, rajouter deux pipes, donc deux barres verticales. Sur Mac, je peux vous donner le raccourci, sur Windows malheureusement je ne peux pas. C'est donc Alt-Shift-L pour faire une barre verticale. Ce qui signifie en programmation OU, donc je vous réfère par rapport, je vous renvoie à la vidéo sur les conditions si vous n'avez pas compris. Et là, donc je vais mettre Right Shift. Donc si on appuie sur gauche, le Shift gauche ou qu'on appuie sur le Shift droite, eh bien on déplace notre personnage, on change notre vecteur Move Direction et on multiplie son vecteur, la composante Z de son vecteur par speedrun. Dans le cas contraire, c'est-à-dire que l'on ne veut pas courir, et bien on multiplie simplement par speed. Donc je sauvegarde, je vais dans Unity et je teste. Donc là j'avance avec la variable speed, j'appuie sur Shift, j'avance un peu plus rapidement car j'ai la variable speedrun qui est enclenchée. Je lâche speed à tout moment, je lâche shift à tout moment, ma variable se dédouble. D'ailleurs au passage, vous remarquez que mon character controller change, il possède des points quand il remarque que on vient changer le vecteur move, enfin quand la fonction move détecte autre chose, une nouvelle action. Donc, là je vous propose maintenant de tester nos animations. Alors je vous ai dit en préambule de ce tutoriel que l'on avait un problème sur le jump, donc je vais répéter ce problème car il est très très important de dire à la personne qui fera les graphismes dans votre jeu, ou même si c'est vous, de réaliser l'animation sur place du saut. Là, dans ce personnage, l'animation est effectuée de telle sorte que le personnage se déplace en hauteur. Donc il faudrait que le character controller suive à la précision la hauteur du personnage, ce qui autant vous dire une tâche complètement folle à faire, puisque en animation ça vous coûte rien de faire l'animation sans déplacer l'axe Y. Alors l'animateur bien sûr de son côté peut s'amuser à bouger l'axe Y, mais quand il vous rendra l'animation, il vous rendra le personnage, ou quand vous ferez votre personnage, eh bien dans le graphe editor, donc dans l'animation, dans les courbes de Bézier de la timeline d'animation, eh bien il faudra qu'il aplatisse l'axe Y de manière à ce qu'il ne bouge pas. Donc c'est très important de le dire ça, hein. Donc le centre de l'objet ne doit pas bouger. Imaginez que vous collez un
un autocollant sur le ventre du personnage, et bien cet autocollant dans l'espace ne doit pas bouger sur la hauteur, ou très faiblement, de manière très très faible. Il ne faut pas que la boîte de collision soit dépassée par le personnage, par le mesh du personnage, par le maillage du personnage. Donc ça c'est très très important. Donc pour en revenir à nos moutons, on a donc toutes nos animations qui se trouvent dans le mesh du personnage, donc dans le prefab du personnage, celui qu'on avait importé. Donc on a idle qui correspond à l'animation de base, c'est-à-dire quand le personnage ne bouge pas, et bien quand il respire, c'est l'animation que l'on retrouvera. Walk, c'est tout simplement l'animation de marche. Run, de course. Jump, donc de saut, mais qui ne fonctionnera pas dans notre cas, dans notre utilisation. Punch, donc c'est un coup en avant. H punch, c'est aussi un coup. Et hit, c'est quand il est touché. Et death, c'est quand le personnage va mourir. Donc voilà, je vous propose d'aller dans MonoDevelop et d'ajouter nos animations. Alors dans un premier temps, du côté private, on va créer une nouvelle variable que l'on va appeler character content. Parce que là, je vous rappelle que le script est attaché non pas à perso, mais il est attaché à un empty golem que l'on a renommé. Donc, dans la fonction start, je vais dire que character content est égal à transform.find. Donc transform.find, donc déjà je vais noter ma ligne jusqu'au bout. Donc transform.find, find est une fonction qui permet, quand elle est utilisée via transform, d'aller chercher dans la hiérarchie de l'objet sur lequel est attaché le script. C'est-à-dire là en l'occurrence on va chercher dans la hiérarchie de golem, puisque le script est attaché sur golem, et on va chercher à l'intérieur perso, un objet qui s'appelle perso. Donc maintenant via character content on peut accéder à perso. Donc si on sauvegarde le script, on n'a pas d'erreur. Donc, character content, on va pouvoir à partir de cet objet récupérer les différentes animations de notre personnage. Donc ce que j'aimerais faire avant, c'est déclarer deux variables, walk, qui sera de type boolean, et une autre variable que l'on va déclarer comme étant run, de type boolean aussi. Donc ici, je vais tout simplement dire que run est égal à true, puisque c'est bien dans ce cas de figure que l'on se déplace. Et ici, je vais dire que walk est égal à true. Voilà. Et je vais ensuite dire si aucune touche n'est pressée, donc input.anyKey, et je vais mettre un point d'exclamation devant pour dire ce n'est pas le cas, c'est-à-dire si aucune touche n'est pressée. Ah non, excusez-moi. Non, oui, c'est ça. Eh bien, je vais dire walk égale false et run égale false aussi. Donc en dessous, je vais pouvoir donc tester. Donc on rajoutera des commentaires juste après. Ah oui, j'ai oublié de commenter ça. C'est très important. Donc changer sur l'axe local. Donc ici, je vais dire donc si on ne court pas et que l'on ne marche pas et que l'on ne court pas. Donc je rappelle que et permet donc de faire une condition et, c'est-à-dire qu'il faut que ça et ça soient vérifiés. Et bien dans ce cas-là, characterContent.animation, qui est donc une instance de la classe animation, je crois. Il faut aller vérifier tout ça. Donc animation. Voilà, donc on regarde, on va plutôt regarder GameObject, tout simplement. Voilà. On regarde, il y a bien une instance animation de la classe animation. Voilà, c'était bien ça. Et dans la classe animation, on a différentes fonctions, comme par exemple stop, rewind, play, crossfade, ce que l'on va utiliser pour donc animer. Donc nous, on va utiliser crossfade. Crossfade, la fonction crossfade nous permet
de lire une animation de manière transitoire avec l'animation qui a été jouée précédemment. Donc là, nous, on va dire que dans ce cas-là, on lit idle avec 0,2 de transition. Donc, je vais vous montrer. Vous regardez, si on regarde de très très près, voilà, on voit une petite animation. Remarquez que le personnage a tendance à bouger. Si j'avance et que je recule, le personnage ne bouge pas. Et quand je lâche, il se remet à bouger. Donc, maintenant je vais faire else if. Si maintenant on a walk qui est égal à vrai, eh bien je vais lancer l'animation walk, qui je le rappelle se trouve être dans notre personnage ici. Et si on court, je vais lancer l'animation run. Donc je sauvegarde, je teste. Donc là, vous remarquez que quand je walk, eh bien, j'ai une sorte de transition due à la fonction crossfade qui nous lie l'animation de manière transitoire avec l'animation qui est jouée précédemment. Donc là, quand je bouge et quand je tourne, eh bien, j'ai mon animation de marche qui est jouée. Et quand j'appuie sur Shift et que j'avance, eh bien, ma marche est jouée. Alors, il y a quand même quelques petits problèmes, comme vous avez pu le remarquer. Alors, je pense que l'on va supprimer les deux variables walk et run. Et à la place ici, on va utiliser une technique beaucoup plus simple, qui est de retester getKey en fonction des touches que l'on a pressées. Donc là, les touches que l'on a pressées, pour utiliser non pas idle, mais excusez-moi, mais walk, c'est gauche, left arrow. Donc si on presse la touche gauche, ou bien qu'on presse la touche droite, right arrow, et bien dans ce cas-là, on va lire walk. Donc je vais supprimer ça aussi. Ça nous fait du code en trop, je pense qu'on n'en avait pas besoin. Et bien dans ce cas-là, on va lire walk, mais notez que si bien, on appuie sur la touche shift aussi, il va falloir le préciser. Donc là, je vais être obligé de déclarer une nouvelle variable, donc run anim, de type booléen. Celle-ci sera bien, présente ici, donc run anim est égal à true, c'est-à-dire que quand on court, on met run anim à true, et quand on ne court pas, on met run anim à false. Ou plutôt, on va le mettre tout le temps à false, en permanence. Et il n'y a que quand on appuiera je vais le mettre ici, donc on ne court pas. Donc quand on appuie sur Shift, eh bien ça devient true. Dans ce cas-là, on peut lire l'animation qui se trouve être donc on doit aussi à l'intérieur à nouveau tester eh bien si on court ou pas. Donc si run anim est faux, ça veut dire que l'on ne court pas. Sinon, ça veut dire que l'on court, donc que je peux employer l'animation de course. Et dans le cas contraire, c'est-à-dire qu'on ne fait rien, on ne court pas et on ne court pas et on ne marche pas, eh bien je vais mettre crossfade idle. Je sauvegarde, je teste. Donc là je peux avancer et reculer, alors ça me pose problème ici. Alors je pense que j'ai dû faire une erreur ici, j'ai mis left arrow, alors que moi c'est up que je veux, puisque je veux pas qu'il y ait d'animation quand on tourne, up et down ici, hein, bien sûr. Donc je teste à nouveau, ça devrait fonctionner. Donc quand j'avance, ça me lit mon animation de marche. Quand je recule aussi. Quand j'appuie sur Shift, je relâche Shift, mon personnage court pas plus vite, mais on repasse à l'animation
de marche. Donc là, je cours, j'enfonce Shift, donc que ce soit le Shift gauche ou droite. Donc mon personnage marche, enfin court, pardon. Je relâche Shift à tout moment, mon personnage se met à marcher. Et je peux toujours donc tourner sans problème. Donc voilà, donc là on a terminé pour ce qui va être la résultante finale du jeu au niveau donc des mouvements. Alors on va commenter tout ça et après je vous expliquerai comment faire le saut si vous avez donc le cas de l'animation qui est bien faite dans votre cas. Donc je mets juste gestion d'animation ici. Voilà, donc et ici je vais mettre si on ne court pas, etc., etc. Donc ça nous permet de bien tester le test, bien tester la condition. Donc de bien commenter la condition. Donc pour faire une course, un saut, pardon, il faudrait déjà tester en permanence si le personnage ne touche le sol pour pouvoir lancer lancer le saut. Donc on peut aussi encadrer tout ce qui concerne les déplacements puisque bien sûr le personnage ne pourra avancer que s'il touche le sol. Donc if controller.isGrounded, qui je le rappelle est la variable qui permet de tester, donc on l'avait vu très rapidement, donc c'est la variable qui permet de tester si on touche le sol. Donc je vais sortir ici les variables. Les deux variables ici, on ne court runAnim et deltaTime. Donc si le contrôleur touche le sol tout le temps, on va déjà pouvoir se déplacer, ce qui paraît logique, il faut qu'on touche le sol pour se déplacer, donc dans notre cas là, je vais quand même le laisser, mais on pourrait aussi rajouter if input.keyDown .getKey, excusez-moi, entre parenthèses, on va mettre via l'énumération keycode space. Donc on teste si la touche space est affichée, est enfoncée. Dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire que move direction.y est égal à une variable jump speed, par exemple. Donc cette variable jump speed, je vais l'affecter en haut pour vous montrer. Var jump speed, elle sera de type float. Je sauvegarde, je vais aller déplacer, changer ma variable jump speed ici par exemple à 5. Donc je ne sais pas du tout au niveau de la valeur. Donc j'appuie sur espace, il ne se passe rien. Je pense qu'il faut mettre un peu plus, par exemple 50, je ne sais pas du tout. Bon là c'est peut-être un peu exagéré, disons 10. Alors bien sûr il faut multiplier ça par delta time. Delta time, voilà, on va revenir ici, on va tester, on va voir ce que ça donne. Donc là le saut n'est pas assez important, je vais mettre 200 pour tester une grande valeur. Alors là j'appuie sur espace, rien ne se passe. Alors je pense qu'il faudrait déjà qu'on enlève le delta time, puisqu'en fait de toute façon ça sera reconstitué ici. Mais je pense qu'on va aussi multiplier ici la gravité par delta time. Je vais sauvegarder. Je vais par conséquent monter la gravité par exemple à 20 pour qu'elle aille un peu plus rapidement puisqu'on l'a multiplié par time par delta time. Et là vous voyez quand je saute, on a un saut plutôt correct qui s'effectue. Je vais mettre 5 peut-être au niveau du saut. Et là, vous voyez, au niveau du saut, ça donne un saut correct. Alors, je vais vous montrer ce que ça... Je vais vous montrer mon problème par rapport à l'animation du jump. Donc, je vais juste rajouter ici, normalement, on devrait faire ça avec une variable booléenne qui teste. Donc, si on appuie sur espace, etc. Je vais quitter le mode lighting ici. Vous remarquez que l'animation, à un moment, quitte... Alors, je ne peux pas trop vous montrer comme ça. Je vais essayer de zoomer au maximum. Voilà. À un moment, cette animation quitte le caractère contrôleur. Comme vous pouvez le voir. Et les bras ils sortent trop
trop haut en fait du caractère contrôleur. Donc si on se retrouve sur un arbre, par exemple, et bien le personnage va dépasser l'arbre. Donc je vous conseille vraiment de faire attention aux animations que vous faites. Quoi qu'il arrive, dans ce tuto, je vais enlever donc tout ce qui concerne le saut de mon personnage. Donc jump speed aussi. Voilà. Je pense que c'est bon. Je vais sauvegarder à nouveau. Tester. Voilà, là ça semble déjà mieux marcher. Voilà. Donc j'ai dû oublier quelque chose au niveau du saut. Voilà. Donc là, on a notre personnage qui fonctionne au niveau donc, de ses déplacements. Et dans la prochaine vidéo, on va voir donc certainement comment rajouter des ennemis pour le moment. A tout de suite.